Et si la France n'était plus le pilier qu'elle a toujours été en Europe? En 2025, la réalité est troublante. La France a reculé dans presque tous les grands classements européens. Son influence économique baisse, son système éducatif chute dans les classements PISA et son poids diplomatique s'efface face aux pays nordiques et de l'Est. Ce n'est plus un simple ralentissement, c'est une alerte. Comment en est-on arrivé là? Que s'est-il passé pour que l'une des plus grandes puissances du continent semble perdre pied? Restez avec nous, car les vérités que vous allez entendre vont vous surprendre. Numéro 1. Une économie en mutation, entre instabilité et désindustrialisation. La France fut longtemps perçue comme une puissance industrielle majeure en Europe. Des décennies durant, ses usines, ses ingénieurs et son modèle de production étaient une référence. Des géants comme Peugeot, Alstom ou Michelin symbolisaient un savoir-faire national, reconnu à l'échelle mondiale. Mais ce socle s'effrite. Depuis le début des années 2000, la désindustrialisation s'accélère et le paysage économique français en 2025 en est la preuve frappante. Entre 2023 et 2025, plusieurs indicateurs sont passés au rouge. Selon les dernières données de l'INSEE et de l'OCDE, la France a enregistré une hausse de l'inflation à plus de 5,2%, couplée à un taux de chômage de 8,4%, en progression dans plusieurs régions industrielles. Le plus inquiétant? La baisse significative des investissements étrangers, notamment dans le secteur manufacturier, où les entreprises étrangères privilégient désormais l'Europe de l'Est ou les pays nordiques. Un cas emblématique, la fermeture du site automobile de Douai, dans les Hauts-de-France. Ce site, autrefois pilier de l'emploi local, a vu ses chaînes de montage stoppées en 2024 après des années de pertes et un manque d'innovation. Plus de 3000 emplois directs supprimés, sans compter les sous-traitants, les commerces locaux et le tissu social effondré. Douai n'est pas un cas isolé. D'autres villes comme Florange, Belfort ou Saint-Nazaire connaissent un déclin similaire. Les causes sont multiples: coût du travail élevé, rigidité administrative, retard technologique et surtout une absence de stratégie industrielle claire. Pendant que l'Allemagne investissait dans l'automatisation et la transition verte, la France tergiversait entre réformes inachevées et solutions temporaires. Cette mutation économique ne touche pas seulement les chiffres du PIB, elle se répercute sur le quotidien des Français. Précarisation de l'emploi, perte d'identité professionnelle, désertification des bassins industriels. L'ouvrier qualifié d'hier se retrouve aujourd'hui sans repère, dans un pays qui valorise le tertiaire mais néglige la production. En 2025, la France n'est plus ce qu'elle était, un pays de production, d'innovation industrielle et d'exportation. Elle devient, lentement mais sûrement, une économie de services vulnérable aux chocs extérieurs. Et sans un sursaut stratégique, cette tendance pourrait s'ancrer durablement dans le paysage national. Numéro 2. Crise politique, fragmentation et désillusion. La France traverse une crise politique profonde, marquée par une perte de repères et une défiance généralisée envers les institutions. Les partis traditionnels, autrefois piliers de la VE République, s'effondrent les uns après les autres, incapables de répondre aux préoccupations d'une société en mutation rapide. Cette vacance du centre a ouvert un espace immense pour les extrêmes, aussi bien à gauche qu'à droite. Lors des dernières élections nationales, les résultats ont confirmé cette polarisation croissante. D'un côté, une extrême droite incarnée par le Rassemblement national, qui capte de plus en plus les voix des classes populaires et rurales. De l'autre, une gauche radicale qui séduit la jeunesse urbaine en quête de justice sociale et climatique. Ce clivage idéologique rend toute coalition stable difficile, voire impossible. L'Assemblée nationale est fragmentée, les débats sont tendus, et la réforme devient un champ de bataille permanent. Dans ce contexte, la confiance dans les institutions s'effondre. Selon un sondage IFOP de 2025, seuls 23% des Français déclarent avoir encore confiance dans les partis politiques et à peine 30% dans le Parlement. Ce scepticisme touche également la justice, les médias et même l'école, autrefois rempart de la République. Les mouvements sociaux récents n'ont fait qu'aggraver la situation. Après les protestations contre la réforme des retraites en 2023, des grèves massives ont paralysé le pays en 2024, touchant les transports, l'énergie
l'éducation. À cela s'ajoutent les manifestations contre l'inaction climatique, l'insécurité ou les violences policières. Ces épisodes, largement médiatisés à l'étranger, donnent de la France une image d'instabilité chronique. À Bruxelles, ce climat de tension inquiète. Comment compter sur un pays qui peine à se stabiliser politiquement? Comment faire confiance à une voix qui change de direction à chaque crise? La crédibilité diplomatique de la France s'en trouve affaiblie, au moment même où l'Europe a besoin de leadership et de cohérence. Si vous avez trouvé cette analyse utile, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Laissez-nous un commentaire. Pensez-vous que la France peut retrouver une stabilité politique durable? Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous, car comprendre, c'est déjà agir. Numéro 3. Une voix affaiblie. La perte d'influence au sein de l'UE. Autrefois incontournable dans toutes les grandes décisions européennes, la France voit aujourd'hui son influence reculer au cœur même de l'Union européenne. Sa voix, autrefois forte et respectée, semble désormais moins écoutée, parfois même ignorée. En 2025, ce recul devient visible à plusieurs niveaux, politique, institutionnel et symbolique. Face à une Allemagne toujours plus structurée, dont la stratégie industrielle et le poids économique dominent l'UE, la France peine à imposer sa vision. Tandis que Berlin propose des orientations claires sur l'énergie, la défense ou le numérique, Paris semble naviguer entre compromis internes et hésitations politiques. Résultat, de nombreux projets français, comme la taxe numérique ou certaines initiatives agricoles, ont été refusés ou vidés de leur substance par le Conseil européen. En parallèle, de nouveaux acteurs émergent dans le débat européen. La Pologne, longtemps en retrait, s'impose désormais comme une force diplomatique, notamment sur les questions de sécurité et de défense face à la Russie. La République tchèque, la Slovaquie ou la Hongrie prennent également de plus en plus la parole, portées par une croissance économique dynamique et des positions politiques assumées. Leur influence grandit au sein des groupes de Visegrad et dans les négociations multilatérales. Ce basculement s'accompagne aussi d'un déclin symbolique. La langue française, autrefois langue de travail au sein des institutions européennes, est aujourd'hui largement supplantée par l'anglais. Même après le départ du Royaume-Uni, l'anglais reste la langue dominante à Bruxelles. Les documents, les réunions, les discours, tout se fait désormais en anglais, reléguant le français à un rôle secondaire. Ce changement linguistique n'est pas anodin. Il reflète une perte d'influence culturelle et diplomatique. Le soft power français perd lui aussi de sa portée. Moins de commissaires influents, peu d'alliances stratégiques solides et d'une capacité de négociation affaiblie. Là où la France était autrefois moteur, elle devient suiveuse, contrainte de s'aligner plutôt que de diriger. En somme, la France reste un acteur important, mais n'est plus l'architecte de l'Europe qu'elle fut. Le leadership partagé avec l'Allemagne devient déséquilibré, et les nouvelles voies à l'Est prennent une place que la France peu à peu semble abandonner. Numéro 4. Fuite des cerveaux. Pourquoi les jeunes quittent la France? La fuite des cerveaux n'est plus un mythe en France. En 2025, les chiffres sont éloquents. Selon les données de l'INSEE et de l'adresse, plus de 70 000 jeunes diplômés quittent le pays chaque année, majoritairement vers le Canada, l'Allemagne, les Pays-Bas et les pays nordiques. Ce phénomène, autrefois marginal, s'est transformé en une tendance de fond qui inquiète autant les économistes que les éducateurs. Ces jeunes ne fuient pas uniquement pour un meilleur salaire. Beaucoup dénoncent un marché du travail trop rigide, des procédures d'embauche complexes et une absence de perspective claire. Le système français, perçu comme figé, ne laisse que peu de place à la prise d'initiative, à l'innovation rapide ou à l'évolution de carrière. Les jeunes diplômés en ingénierie, en sciences ou dans le numérique se tournent vers des pays où leurs compétences sont valorisées, où l'ascenseur social fonctionne et où l'ambition n'est pas freinée par des barrières administratives ou culturelles. Le poids de la fiscalité est également un facteur déterminant. Pour beaucoup de jeunes entrepreneurs ou freelance, créer ou développer une activité en France reste décourageant. Les lourdeurs administratives, les charges sociales élevées et la complexité des régimes fiscaux poussent les plus dynamiques à s'expatrier. Dans ces universités, les enseignants-chercheurs témoignent eux aussi de cette perte. Les meilleurs profils partent à l'étranger pour poursuivre leur doctorat ou intégrer des laboratoires mieux financés. Au lieu de bénéficier de ce capital humain formé en France,
le pays le voit partir, parfois définitivement. Ce départ massif pose une véritable question de souveraineté intellectuelle et d'avenir économique. Car les jeunes qui quittent la France aujourd'hui sont ceux qui devraient porter son innovation, son industrie, sa recherche de demain. Leur départ n'est pas simplement une perte démographique, c'est une perte de dynamisme, de créativité et de compétitivité sur le long terme. En 2025, la France forme toujours d'excellents profils, mais elle ne parvient plus à les retenir. Et si la tendance se poursuit, c'est tout un modèle économique et social qui risque de se vider de sa substance. Numéro 5, la crise du logement. Des villes qui se vident. La crise du logement en France est aujourd'hui l'un des marqueurs les plus visibles de son déclin urbain. Dans les grandes métropoles comme Paris, Marseille ou Lyon, la pénurie de logements abordables atteint un niveau critique. Les classes moyennes et populaires, autrefois cœur vivant de ces villes, sont peu à peu repoussées vers les périphéries, incapables de suivre la flambée des loyers. À Paris, le prix du mètre carré dépasse désormais les 11 000 euros dans certains arrondissements, rendant l'accession à la propriété quasi impossible pour une majorité d'habitants. Les loyers explosent, les studios se louent à des tarifs dignes de capitale mondiale et les aides sociales peinent à compenser. Les familles quittent la ville, remplacées par des résidences secondaires, des locations Airbnb ou des logements vacants aux mains d'investisseurs étrangers. À Marseille, la situation est différente mais tout aussi préoccupante. Des quartiers entiers souffrent d'abandon urbain, avec des immeubles insalubres, parfois murés, et des commerces qui ferment les uns après les autres. Le manque de réhabilitation publique laisse place à une précarité galopante, une insécurité croissante et un sentiment d'abandon pour les habitants. Lyon, longtemps présenté comme un modèle d'équilibre, voit désormais les effets d'une gentrification accélérée. Les anciens quartiers populaires se transforment dans zones branchées, inaccessibles pour leurs habitants historiques. Ce phénomène crée une fracture sociale et spatiale, une ville à deux vitesses, entre zones rénovées ultra connectées et banlieues délaissées. Dans les petites villes et zones rurales, la situation est parfois inversée, mais tout aussi alarmante. Des centres-villes vidés, des commerces fermés, des bâtiments abandonnés, le manque d'investissement, l'éloignement des services et l'exode des jeunes aggravent le phénomène. Cette dynamique de déclin urbain n'est pas seulement une question de logement. Elle touche à la cohésion sociale, à l'accès à l'emploi, à la sécurité et à l'éducation. Une ville qui se vide perd son énergie, son attractivité, son âme. En 2025, la France se retrouve avec des villes saturées et désertées à la fois. Un paradoxe qui illustre à quel point l'aménagement du territoire, longtemps négligé, devient une urgence nationale. Numéro 6. Intégration en échec. Le débat sur l'immigration en 2025. En 2025, le débat sur l'immigration et l'intégration est plus brûlant que jamais en France. Si le pays reste fidèle à sa tradition d'accueil et à son attachement aux droits de l'homme, la question de l'intégration des populations immigrées soulève de profondes tensions sociales et politiques. Dans de nombreuses villes, l'échec de l'intégration est devenu un sujet sensible. Des quartiers entiers vivent en marge de la République, avec des écoles en difficulté, une précarité endémique, un chômage élevé et une défiance croissante envers les institutions. Les politiques publiques peinent à répondre à ces enjeux. Les dispositifs d'aide sont souvent mal coordonnés, insuffisants ou mal ciblés. Résultat, les fractures culturelles s'aggravent et nourrissent les discours de rejet et de peur. Les tensions ne sont pas seulement locales. L'opinion publique elle-même est divisée. Tandis que certains appellent à plus de solidarité et d'inclusion, d'autres dénoncent un système perçu comme laxiste et inefficace. Cette polarisation alimente le vote extrême, renforce les discours identitaires et rend toute réforme de fond extrêmement délicate à mettre en œuvre. Les politiques gouvernementales récentes oscillent entre fermeté affichée, réduction des titres de séjour, durcissement des conditions d'asile et appel au vivre ensemble. Mais cette double stratégie est jugée incohérente par une grande partie de la population, y compris dans les rangs politiques. En comparaison, certains de nos voisins européens, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, affichent des modèles plus structurés. L'Allemagne, par exemple, a mis en place depuis la crise migratoire de 2015 une série de dispositifs de formation, d'accès à l'emploi et de suivi linguistique qui, bien que perfectibles,
ont permis une meilleure insertion de nombreuses familles. Les Pays-Bas ont opté pour une intégration contractualisée avec des objectifs clairs à remplir pour obtenir des droits durables. La France, quant à elle, semble piégée entre son héritage universaliste, qui refuse le communautarisme, et la réalité d'un multiculturalisme de fait, qui peine à s'harmoniser avec les valeurs républicaines. Ainsi, le débat sur l'immigration en 2025 ne se limite pas à une question de chiffres ou de frontières. Il pose des questions fondamentales sur l'identité nationale, la cohésion sociale et la capacité d'un pays à faire vivre ensemble des populations aux origines, croyances et modes de vie différents, sans fracture. Numéro 7. Comment le monde voit la France aujourd'hui? En 2025, la perception internationale de la France est en nette évolution, et pas toujours dans le bon sens. Malgré des événements mondiaux comme les Jeux Olympiques de Paris, censés renforcer l'image du pays, de nombreux indicateurs montrent un affaiblissement du prestige français sur la scène mondiale. Dans les grands médias internationaux, les titres sont révélateurs. Le New York Times parle d'un pays englué dans des conflits sociaux permanents, tandis que la Frankfurter Allgemeine Zeitung s'interroge sur la pertinence du leadership français en Europe. Même la presse japonaise et canadienne évoque régulièrement les grèves, les tensions politiques ou les controverses autour de l'immigration et de la sécurité. En bref, la France est souvent décrite comme une nation instable et divisée, loin de son image de référence en matière de culture, de diplomatie et d'art de vivre. Le secteur du tourisme, pourtant pilier historique de l'économie française, en ressent les effets. Malgré l'engouement international autour des JO, les chiffres montrent un recul du tourisme traditionnel en dehors des événements ponctuels. La hausse des prix, les grèves de transport, les craintes liées à la sécurité ou encore la saturation des grandes villes dissuadent de nombreux visiteurs. La France reste attractive, mais son hospitalité perçue est en baisse. Selon plusieurs études de satisfaction menées par des agences de voyage internationales. Les investisseurs étrangers, quant à eux, observent la situation avec prudence. Les incertitudes politiques, les lourdeurs administratives et les tensions sociales les incitent à privilégier d'autres marchés européens perçus comme plus stables, comme les Pays-Bas, l'Allemagne ou la Scandinavie. La France conserve des atouts indéniables, infrastructures, formation, innovation, mais son climat d'affaires semble moins prévisible, ce qui freine certaines implantations majeures. Enfin, la perception des pays voisins traduit un changement d'attitude. Là où la France était admirée, voire imitée, elle est aujourd'hui davantage observée avec inquiétude ou distance. Certains la voient comme un ancien géant fatigué, pris entre nostalgie de sa grandeur passée et incapacité à se renouveler. En résumé, l'image internationale de la France se fissure, non pas par un manque de ressources ou de talent, mais par une série de crises internes mal maîtrisées qui brouillent son message et ternissant son aura, même lorsqu'elle est sous les projecteurs du monde entier. Numéro 8. Et maintenant, les pistes pour rebondir. Malgré le constat alarmant, tout n'est pas perdu pour la France. L'année 2025 marque peut-être aussi un point de bascule, un moment de lucidité collective qui pousse à repenser les fondations du pays. Car dans l'ombre des crises, des signaux positifs émergent, portés par des initiatives locales, des jeunes engagés et des réformes structurelles qui, bien que lentes, amorcent un changement. Sur le plan économique, la France a lancé un plan de relance ciblé sur l'innovation et la transition écologique. Des milliards d'euros sont injectés dans les filières d'avenir. L'hydrogène vert, les batteries européennes, la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Des pôles régionaux comme celui de Toulouse dans l'aérospatiale ou de Grenoble dans la microélectronique commencent à attirer des capitaux et des talents, y compris français expatriés. La génération montante, souvent accusée de désengagement, prend en réalité de plus en plus de place dans le débat public. De nouvelles formations politiques émergent, menées par des jeunes issus de la société civile, porteurs d'idées concrètes, ancrées dans le réel, souvent à contre-courant des anciennes logiques partisanes. Ces mouvements réclament plus de transparence, de proximité, de participation citoyenne. Certains élus locaux, inspirés par ces dynamiques, réinventent la gouvernance municipale avec plus d'écoute et de réactivité. Côté éducation, plusieurs expérimentations régionales voient le jour. Écoles innovantes, formation numérique accélérée
et partenariats entre universités et entreprises. Des initiatives comme les campus des métiers du futur visent à reconnecter les jeunes avec les secteurs porteurs tout en revitalisant des zones oubliées. Dans les quartiers fragiles, des associations, des entrepreneurs sociaux, des collectifs citoyens agissent au quotidien. Agriculture urbaine, tiers-lieux, ateliers solidaires, médiation culturelle. Ces actions, bien que souvent invisibles, retissent du lien, redonnent de la dignité et construisent une France plus inclusive par le bas. Sur la scène internationale, la France, consciente de son recul, cherche à redéfinir son rôle avec plus d'humilité, mais aussi plus de coopération. Elle mise sur l'Europe de la défense, sur les alliances vertes et sur la relance de la francophonie par des projets éducatifs et numériques partagés. La France doute d'elle-même, mais ne renonce pas. Et c'est peut-être dans cette période d'incertitude que se forge le renouveau. Moins spectaculaire, mais plus enraciné, plus durable. Et vous, pensez-vous que la France peut encore se réinventer ou est-il déjà trop tard? Partagez votre avis en commentaire. Chaque perspective compte dans ce débat crucial. Découvrez aussi notre précédente vidéo pour aller plus loin sur les défis européens. Si vous appréciez notre travail, un simple clic pour vous abonner nous aide énormément. Merci pour votre soutien.